Bien, eh bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, toutes nos excuses pour ce retard à l'allumage. Bienvenue dans ce webinaire sur la CSRD pour les PME, un nouveau webinaire de notre cycle Nouveaux enjeux de la RSE. Nous aurons aujourd'hui avec nous Sandrine Bourgogne de la CPME, Catherine Guergnoux de La Fenêtrière, Thierry Soulard de Sigma Informatique et Philippe Vachet de l'agence Lucie, que je présenterai un peu plus longuement après, mais je laisse tout de suite la parole à Bettina Laville qui va faire l'introduction de cette séance. Donc Bettina, présidente d'honneur du comité 21 et entre autres choses vice-présidente de la plateforme RSE, la parole est à toi. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à tous. Mes propos seront extrêmement rapides étant donné la qualité des intervenants que nous avons dans ce séminaire. Alors, la question PME-CCRD, comment se préparer, est vraiment d'actualité. D'actualité pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous savons parfaitement, et c'est pour ça que nous avons organisé, en particulier avec la CPME, cet atelier, ce webinaire, nous savons parfaitement que l'horizon, qui n'est pas encore cette année, ni l'année prochaine pour certaines, de l'application de la CSRD dans les entreprises, à un moment donné où nous avons quand même des difficultés économiques dans notre pays, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, ce moment-là, cet horizon fait un peu peur. Une chose de plus à faire dans cette ambiance générale de critique des normes. Donc ça, c'est effectivement le contexte général. Il y a un petit contexte en plus qui s'est ajouté, c'est qu'on a cru comprendre que le Premier ministre était favorable à un moratoire, non pas du tout à une abolition. De toute façon, ce n'est européennement, si j'ose dire, pas possible puisque la directive est passée, que la transcription de cette directive est faite en France. Effectivement, il peut y avoir des évolutions de la transcription d'une part dans le cadre européen et d'autre part de la directive. Le Premier ministre a prononcé le mot de moratoire, ce qui est quand même, il faut bien le dire, un vœu de beaucoup de petites entreprises. Néanmoins, nous, au Comité 21, qui sommes des adeptes de la RSE, nous sommes ici en particulier pour dégager les bienfaits de la CSRD qui, c'est à vous de le dire aux intervenants, mais qui nous paraissent être de trois ordres. Le premier, c'est y voir clair dans sa propre entreprise par rapport à la transition écologique et au bien-être social, et aussi à la rentabilité économique. Ça, je crois qu'il faut vraiment bien le dire. La deuxième chose, c'est de se constituer des données, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la constitution de données est un élément extrêmement important pour tout ce qui est justement compétitivité et comparabilité. Et troisièmement, et ça je crois que c'est vraiment important, une entreprise qui je ne vais pas évidemment prononcer le mot de raison d'être, mais qui sait ce qu'elle est au niveau de sa place dans la société par rapport à la biosphère, par rapport à son environnement humain, par rapport à son territoire, vous savez que c'est notre ADN, nous, au Comité 21, eh bien, c'est une entreprise qui, en particulier, attire les jeunes, et ça, c'est tout à fait important. Néanmoins, il y a tout un sujet d'application de difficultés d'application. Alors, j'en profite pour dire que nous avons ouvert à la plateforme RSE un groupe de travail là-dessus et donc nous en parlerons. Nous espérons publier dans un an, même un peu moins, j'espère, en septembre prochain, ce rapport. Et d'autre part, il se trouve que je suis membre de la Haute Autorité de l'Audit et je vous conseille de lire le premier guide qui a été fait par cette haute autorité qui est paru maintenant il y a une quinzaine de jours et qui est déjà un fil rouge explicatif. Voilà, Simon, mes propos d'introduction. Encore une fois, nous sommes Philippe Dessertine
le président du comité 21, Frédéric Lelouch, qui est absente en ce moment, et moi-même heureux de vous accueillir et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup Bettina. Et oui, effectivement, Frédéric ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je la remplace. Je suis Simon Luc, le responsable territoire durable et citoyenneté écologique du comité 21 et j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à nos quatre intervenantes et intervenants. Donc, il y a avec nous, comme je le disais, Sandrine Bourgogne. Je vais revenir un petit peu en avant, en arrière plutôt, pour que vous voyez la présentation. Sandrine Bourgogne, qui est secrétaire générale adjointe de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, où elle suit tout particulièrement les dossiers CSRD. Elle représente la CPME au sein du comité de durabilité de l'autorité des normes comptables sur le sujet. Bonjour à tous. Également avec nous, bonjour. Également avec nous Catherine Guerniou, qui est chef de file énergie et climat à La Fenêtrière, une entreprise qui fabrique en circuit court des menuiseries extérieures en PVC, alu et qui commercialise du bois pour les professionnels du bâtiment. Elle est également présidente de la commission transition écologique et RSE de la Fédération française du bâtiment. Ensuite, Bonjour, je me permets juste, je suis pas chef de file énergie-climat à la Fenêtrière, hein, c'est mon entreprise, je suis entrepreneur, puis chef de file énergie-climat à la CPME. pardon, Voilà, merci de la correction. merci à vous. Thierry Soulard est responsable RSE de l'entreprise Sigma Informatique, qui est une entreprise nantaise de services numériques engagée dans le numérique à impact avec le statut de société à mission. Merci d'être parmi nous. Et enfin, Philippe Vachet. Il a pris la direction générale de l'agence Lucie en juin 2024, après 4 années qu'il a passées à l'agence qui ont été initiées par le lancement du centre de formation Lucie. Et l'agence Lucie, elle gère le label Lucie, que vous connaissez peut-être, qui est le premier label RSE en France, créé en 2007 sur la base de l'ISO 26000. Il aura l'occasion d'y revenir. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec la première question que je vous adresse. On sait que les PME ne sont pas directement concernées là par la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Mais demain, elles le seront parce qu'elles remplissent des conditions de seuil ou alors parce que indirectement, elles sont fournisseurs sous-traitants d'une entreprise qui est concernée directement par la CSRD. Donc, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les PME avec cette nouvelle réglementation? Sandrine? Oui, merci Simon, merci à Bettina pour ces mots d'accueil et d'introduction. À la CPME, on représente 240 000 TPE-PME, ce sont à peu près 3 millions de salariés. Effectivement, nous, à la CPME, depuis très longtemps, nous prenons une RSE qui est une RSE pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises. On est évidemment persuadés, et je le dis parce que c'est important pour la suite de nos échanges, que la RSE est un levier de performance globale pour l'entreprise, que c'est un levier d'attractivité, de développement de l'entreprise, pour peu que la RSE aussi pour les petites et moyennes entreprises soit très liée aux enjeux sectoriels, aux métiers des petites entreprises que nous représentons. Et donc, pour nous, vraiment, ce sujet RSE, ESG, c'est vraiment un sujet qui doit être aussi un sujet très incitatif, un sujet sectoriel et un sujet pour lequel il doit y avoir une démarche de qualité contrôlée, tierce partie. Et je le dis parce que ce sont des points qui sont importants pour, encore une fois, la suite de nos échanges. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, le reporting extra-financier ne concernait que les entreprises plutôt de 500 salariés soumises à une DPEF, et que l'approche de la directive qui a été adoptée en 2022, si je ne me trompe pas, revoit un peu revue, puisque aujourd'hui, les entreprises de plus de 250 salariés, avec effectivement
d'autres critères que nous évoquerons seront assujettis à ces nouvelles obligations de reporting. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, mais que cette directive a plusieurs objectifs. D'abord, d'améliorer la qualité, la comparabilité des informations qui seront demandées et donc reportées, d'intégrer la durabilité dans la gestion des risques des entreprises, augmenter aussi, enfin, renforcer le lien entre le reporting financier et celui de durabilité, avec ce principe aussi de double matérialité qui apparaît avec la directive CSRD. Et puis, l'objectif in fine, il est malgré tout et aussi de diriger les flux de capitaux vers les investissements durables. Donc c'est une approche qui est un peu différente de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. En tout cas, elle est dans l'amélioration du reporting. Et il y avait aussi la volonté de la Commission européenne et du Parlement d'embarquer davantage d'entreprises, d'où l'abaissement de ce seuil de 500 à 250 salariés, avec encore une fois des critères de chiffre d'affaires et de total des bilans, de bilans que je n'y reviendrai pas, mais qui peuvent aussi faire que certaines entreprises plus petites sont embarquées et sont assujetties directement à la CSRD. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Simon, la lettre de la directive, encore une fois, n'assujettit pas les entreprises de moins de 250 salariés, hormis les PME cotées, mais dans la pratique, elles le sont dans la chaîne de valeur. Et donc, pas de réglementation obligatoire, si j'ose dire, mais les PME sont d'ores et déjà sollicitées par leurs donneurs d'ordre ou par des investisseurs, des établissements financiers, et aujourd'hui constatent une augmentation des demandes qui leur sont faites et finalement une anticipation de la CSRD dans les demandes qui leur sont faites, par exemple sur le bilan carbone, par exemple sur des sujets comme le scope 3, voilà. Donc ça c'est des choses qui nous remontent aujourd'hui. Il faut avoir à l'esprit que pour la chaîne de valeur, donc c'est la norme qui s'applique aux PME cotées, qui forme finalement ce cap in the value chain, qui est finalement le plafond maximum d'informations que les donneurs d'ordre peuvent demander aux petites et moyennes entreprises. Ça se concrétise comment? Par exemple, je prends quelques exemples très concrets, il y en a beaucoup d'autres. C'est les scopes, les 3 scopes des GES. Ça peut être aussi des notions qui sont un petit peu compliquées à comprendre et à approcher pour les entreprises, comme celle de communauté affectée. Par exemple, on va demander aux entreprises d'expliquer si et comment les intérêts des salariés, des travailleurs de la chaîne de valeur, des communautés affectées, des consommateurs, etc., sont pris en compte par cette entreprise dans la gestion des sujets matériels qui les impactent. Là, déjà, effectivement, on a perdu pas mal de monde sur ce type de demande. Sur la consommation totale d'eau aussi, dans des zones à risque, ou dans des zones à stress hydrique élevé, ce qui peut être tout à fait pertinent, mais pour une PME, comment identifier ces zones à risque? Aujourd'hui, ce sont des remontées que nous avons et pour lesquelles nous n'avons pas forcément de réponse. Donc voilà, tous ces points nous ont été remontés, en particulier lors du test PME que nous avions demandé au gouvernement au printemps dernier, qui a été piloté de façon effective par Olivia Grégoire, à l'époque ministre des PME, et pour lesquels une dizaine de petites et moyennes entreprises déjà relativement solides sur ces sujets-là ont pu travailler, tester in situ la norme volontaire. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, effectivement, et dans la lettre, dans l'esprit, en tout cas, et dans la lettre de la directive, pas d'obligation, mais in fine, de façon très pratico-pratique, un effet de ruissellement qui sera évidemment effectif auprès des PME.
Merci Voilà. beaucoup, Sandrine. Je me tourne maintenant vers Philippe. Donc, à l'agence Lucie, je rappelle, qui est un centre de solutions RSE qui propose un ensemble d'outils, de formations, de labels dédiés à la responsabilité sociétale des entreprises. Comment est-ce que vous percevez ce qui va être maintenant demandé aux entreprises? Oui. Pardon. Bonjour et merci d'avoir invité à ce webinaire. Donc, en effet, à l'agence Lucie, donc on est centre de formation, mais surtout le centre de labellisation RSE depuis 2009. Donc, on travaille jusqu'à présent, et on travaille toujours d'ailleurs, bien sûr, sur la norme ISO 26000, qui est la norme de référence, qui a largement inspiré la CSRD. Et puis, on prépare un label qui va s'appeler Lucie ESG, qui va être plus directement connecté, on va dire, à la structure de la CSRD pour justement faciliter les ponts entre les travaux. Je crois que, enfin, ça a été dit au tout début, le point de départ, c'est qu'il est essentiel que les entreprises euh, s'attachent à leur évolution de fonctionnement, à changer les fonctionnements dans le cadre de la transition écologique et sociale. Et ça, c'est le point de départ qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit quand on est sur ces sujets-là. C'est-à-dire que le but du but, alors que ce soit pas, la méthode ne soit pas forcément les meilleures, j'entends, mais le but reste là, et ça c'est indispensable parce qu'il y a les coûts directs que vont demander les travaux de recherche d'informations sur la CSRD, de reporting. Il y a les coûts directs des actions qui vont être menées, comme faire un bilan carbone ou autre, et toutes les actions qu'on peut mener pour la transition écologique. Mais les coûts derrière, ils sont gigantesques. Et ils sont gigantesques pour tout le monde, puisque les incidences écologiques, mais également sociales de la surconsommation qu'on peut avoir aujourd'hui dans les modèles économiques actuels est un vrai problème qui n'est plus un problème de très long terme, qui devient un problème de court terme, et on s'en rend compte de plus en plus. Donc là, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va être demandé aux entreprises, comment nous on voit les choses, on voit que de toute façon, les entreprises vont être de plus en plus soumises à des demandes de reporting et des demandes de mise en action, en tout cas de transparence sur leurs actions RSE, donc à la fois environnementale, climat, biodiversité, pollution, et sociale pour elles-mêmes, pour leurs parties prenantes, pour les fournisseurs de leurs fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, ça choque personne d'acheter des produits qui sont fabriqués dans des conditions atroces à l'autre bout du monde, et sans oublier l'éthique et la gouvernance. Donc, on est sur l'environnement, le social et la gouvernance. Ces trois éléments sont liés. Les problématiques de recrutement sont liées aux valeurs de l'entreprise aujourd'hui, et ça s'est fortement renforcé. Donc, ce pas des choses qu'on voit facilement, mais c'est des choses qui sont extrêmement présentes et qui coûtent très cher à l'entreprise, sauf qu'on ne le voit pas dans un bilan comptable classique. Alors, comment on fait pour le voir? Là, on va s'intéresser à l'extra-financier, et la CSRD, c'est ça. Donc, je pense que les entreprises vont être de toute façon de plus en plus sollicitées et challengées sur ces critères-là dans les années à venir. La question est le comment et à quel rythme. Et là, je suis d'accord que ça mérite d'y travailler. Comme vous l'avez dit, comme l'a dit Sandrine, en effet, les grands comptes vont soumis. Il y a un moment, il faut une obligation, parce que c'est comme ça. Hein, le fonctionnement humain est comme ça. On a besoin d'être un petit peu piqué pour avancer dans certains cas, malheureusement. Bien sûr, il y a des initiatives euh, volontaires et Thierry Soulard est là pour le témoigner, par exemple, hein, et donc c'est très très bien et c'est indispensable parce que c'est eux qui montrent le chemin. Mais il y a besoin aujourd'hui d'aller un peu plus loin. Donc la CSRD reste un élément nécessaire à la transition écologique et sociale des entreprises et au bon fonctionnement futur des entreprises. Après, sa construction, elle est très lourde, elle est très complexe et elle est un petit peu brutale. Et donc, c'est vrai que c'est normal que ça soit compliqué et que, bon, si ça peut être aménagé, je dis tant mieux. Mais il faut avoir ça à l'esprit, je pense, et c'est le plus important, c'est de se dire que on ne fait pas de combat d'arrière-garde, alors sûrement pas au comité 21 de toute façon, mais on est dans une tendance lourde qui est nécessaire. Donc, il faut y aller volontairement, se dire, je dois améliorer mes indicateurs. Oui, c'est compliqué d'aller chercher des indicateurs d'eau, mais c'est intéressant de se dire, est-ce que je puise de l'eau dans une source qui va se tarir? C'est quand même intéressant de se poser la question. Donc, je ne dis pas que ce soit simple, mais c'est une question importante, comme beaucoup de questions qui sont posées. Alors, certaines sont
plus ou moins précises et peuvent paraître un petit peu excessives, je l'entends. Mais voilà. Donc, les grandes entreprises sont soumises, elles vont demander en effet par ruissellement à leurs fournisseurs de répondre. Les financeurs vont se baser sur les mêmes éléments pour évaluer les entreprises. Je rappelle que quand on n'évalue jamais une entreprise sur son bilan, excusez-moi d'être un peu provoquant, mais quand on achetait une entreprise, quand on achète une entreprise, on ne regarde pas que son bilan. On va voir l'ambiance des entreprises, des personnes. On va voir un peu quelles sont les tendances du marché, quels sont comment ça se passe, quels sont les risques. S'il y a un risque d'avoir un procès environnemental derrière, ça, l'entreprise n'a pas la même valeur. Donc, ça, c'est des choses que, par les démarches volontaires autour de l'ISO 26000, on a fait historiquement et beaucoup d'entreprises ont fait. Et puis, on a toujours eu besoin de faire de l'extra-financier. Aujourd'hui, on met un peu d'ordre là-dedans parce qu'en effet, les rapports extra-financiers précédents étaient un peu à l'appréciation de chacun et on pouvait voir quand même des choses tout à fait surprenantes, on va dire, dans certains rapports extra-financiers qui présentent l'entreprise sous son plus beau jour, alors qu'on sait que derrière, c'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui, ça met un petit peu d'ordre, ça va être douloureux, mais je pense qu'il faut s'y préparer et accompagner les entreprises et faire pression sans doute sur les pouvoirs publics pour faire en sorte que cet accompagnement et cette démarche soient euh, suffisamment souple pour permettre aux entreprises de s'adapter et de le faire bien et éviter d'avoir toutes les entreprises qui soient vent debout contre ces orientations. Mais il faut bien avoir l'idée que c'est ça ce qui change et c'est nécessaire de faire un reporting sain, juste de ces implications extra-financières, de ses impacts environnementaux, de ses impacts sociaux, de son éthique, de sa culture. Et derrière, la CSRD va apporter un langage commun qui fait que tout le monde va parler le même langage. Si tout le monde fait des bilans carbone, bah, tout le monde aura ce même langage. Donc, tout le monde sait ce que veut dire le scope 2, le scope 3. Bah, du moins, on sait de quoi on parle et on peut avancer ensemble et consolider les actions. Donc, derrière, ça met quelque chose qui fonctionne. Au même titre qu'il y a un bon paquet de dizaines d'années, le plan comptable a été mis en place en France. Il y a 150 ans ou 100 ans, je ne sais pas combien de quand date le plan comptable, je ne veux pas dire de bêtises, mais et à l'époque, il n'y avait pas. On faisait les estimations financières un petit peu à la louche, au bon vouloir de certaines choses et des éventuels contrôles. Bah, à un moment, le plan comptable, ça a généré des comptables et des métiers de comptables également. Bon, bah, aujourd'hui, la comptabilité extra-financière va monter en régime et devenir une fonction dans les entreprises européennes. Il faut s'y préparer. Je ne dis pas que ce soit facile, hein. Je suis aussi chef d'entreprise, j'ai été dans d'autres vies également chef d'entreprise, je sais que c'est difficile, mais le vent, il va par là. Donc je pense que il faut, voilà, moi, le message, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, voyons comment simplifier on est, voyons comment nous adapter, voyons comment nous préparer, demandons de l'aide et faisons tout ce qu'on peut pour que les entreprises puissent mener ce combat dans les meilleures conditions pour ne pas les mettre en péril, parce que c'est quand même un grand danger derrière, mais le sens du vent, il est là. Voilà. Merci Philippe. Bah, vous avez un peu anticipé sur la question suivante que j'allais vous soumettre. Et donc, merci de me fournir cette transition. Donc, la CSRD, vous avez évoqué le coût, vous avez évoqué son caractère un petit peu brutal, je crois que c'est le terme que vous avez employé. Malgré tout, est-ce que ça n'est qu'une contrainte ou est-ce qu'on peut aussi y voir une opportunité? Vous avez commencé à répondre un peu à la question. Je vous la pose, Sandrine Bourgogne. Comment est-ce qu'à la CPME, vous accueillez cette nouvelle réglementation? Merci. Et moi, je partage ce qui vient d'être dit hein, sur l'objectif. Encore une fois, pour nous, il ne s'agit pas d'un combat d'arrière-garde. Hein. Nous sommes les premiers à la CPME à accompagner nos entreprises, nos fédérations, et elles sont nombreuses sur le chemin de la RSE. Nous prenons l'ISO 26000, les référentiels sectoriels RSE. Pendant le Grenelle de l'environnement, on a été parmi ceux qui ont soutenu justement ces questions de référentiels solides, documentés, tierce partie. Donc vraiment, on a à cœur à la CPME d'avoir des entreprises qui s'engagent sur ce chemin-là de façon robuste et de qualité. Hein. Donc je le redis, encore une fois, nous, la difficulté que nous constatons dans nos entreprises, et là, je pense que le témoignage de Catherine sera important aussi, c'est de dire que, OK, on a bien entendu et on a bien compris l'objectif de l'Union européenne de porter cette révision de la directive pour
améliorer ce reporting, qu'il soit plus comparable, etc. Et évidemment, le sens de l'histoire, c'est d'avoir à côté de ce rapport de gestion un rapport de durabilité qui complète la photographie, si j'ose dire, à un moment donné de l'entreprise. Nous, la question que nous posons, et on n'est pas les seuls à se la poser, c'est de l'application et de la façon dont les choses sont mises en œuvre et comment on amène les entreprises, notamment les PME, à travers ces standards à s'engager sur ce chemin et l'adopter tout à fait. Et encore une fois, on parle de PME, donc de moins de 250, mais vous savez, nous avons dans nos adhérents des entreprises un peu plus grandes, 250, 300, même 350, des belles PME qui aujourd'hui voient arriver cette obligation, alors demain et après-demain, avec un certain nombre de questionnements. Et les questionnements demeurent quand vous avez un peu ce mur devant vous à franchir et que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas, vous n'étiez pas soumis à ce genre d'exercice. Alors, oui, la contrainte crée l'innovation et bien sûr, c'est le sens de l'histoire. Mais encore une fois, nous sommes, et depuis longtemps, dans l'accompagnement des PME sur ces sujets-là. Et c'est là où je rejoins ce que disait Philippe dans le caractère un peu brutal et un peu le tuyau et rien que le tuyau et on y va. Et pour les PME, c'est quand même très, très impactant. Encore une fois, avec des craintes. Alors, on ne demande qu'à être rassuré, mais aujourd'hui, c'est pas le cas sur les conséquences que ce type de reporting ou non-reporting, parce qu'à un moment donné, on peut ne pas être en capacité de prouver ce que l'on fait ou de le dire de façon suffisamment robuste pour répondre aux critères demandés, notamment par ces normes et finalement derrière par les, par les praticiens, hein, par ceux qui devront répondre à ces exigences. Donc les craintes, c'est effectivement à un moment donné de sortir du de sortir du panel des entreprises qui pourraient être retenues par la grande entreprise, finalement d'être écarté, de ne plus bénéficier ou de bénéficier de financements beaucoup plus chers. Enfin, voilà, on a ce genre de crainte. Et encore une fois, je pense que l'idée de la Commission et du Parlement, c'est pas de dire entre guillemets marche ou crève, mais aujourd'hui, le problème est celui de l'accompagnement de comment on emmène ces entreprises sur ce reporting qui aujourd'hui quand même constitue un exercice davantage de renseignement de data. Alors la data, elle est éminemment importante, Bettina l'a dit, ça, on n'en dit ce qu'on vient pas, mais il faut la trouver, il faut la documenter. Il faut pour cela parfois avoir des compétences internes que les entreprises qui sont concernées n'ont pas. Il faut alors du coup faire appel, et ce sera ça, et on voit l'émergence, et tant mieux, de prestations dans tous les sens, plus ou moins pertinentes d'ailleurs pour accompagner les entreprises. À quel coût? Tout ça, ça doit rentrer, quand vous êtes une petite entreprise, ça rentre en ligne de compte. Et tout ça est un peu pour nous contre-intuitif d'une démarche PME qui doit être vraiment enveloppante, si j'ose dire, qui doit vraiment embarquer tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc ça, c'est un peu nos inquiétudes. Encore une fois, vous l'avez dit aussi, hein, la complexité des standards, la granularité des informations demandées, et puis ce manque d'appropriation qu'il faut reconnaître. Hein, il y a encore beaucoup d'entreprises plus ou moins grandes qui sont sur ce chemin-là, mais qui ne sont pas encore peut-être suffisamment robustes. Et donc, tout ça fait un petit cocktail un peu explosif. Donc, la question demeure de ce calendrier, de la proportionnalité des informations demandées et, in fine, de la simplification et de l'accompagnement. Voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Puis côté opportunité, vous avez quand même à souligner, signaler des aspects que vous jugez vraiment positifs.
de cette Oui, non, mais stratégie. nous effectivement, la valeur patrimoniale de l'entreprise, la valeur environnementale de l'entreprise, ça compte. Nos entreprises le savent, elles sont convaincues. Enfin, et ce type d'exercice peut apporter effectivement il y a évidemment des bienfaits, mais encore une fois, pardon, au risque de me répéter, c'est la façon dont on y va et dont à quel rythme on y va qui est problématique. Et encore une fois, c'est aussi en réaction ce que vont demander les donneurs d'ordre et les établissements financiers. Finalement, tout ça, c'est une question d'équilibre aussi, et nous, on y travaille beaucoup, entre ce que les donneurs d'ordre, les grandes entreprises, en tout cas ceux qui y sont assujettis, doivent fournir comme information, et ce que nos entreprises, à nous, petites et moyennes entreprises, dans la chaîne de valeur notamment, sont en capacité d'apporter comme réponse. Et donc, tout ça est une question d'équilibre pour que ça soit vraiment gagnant-gagnant aussi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ce curseur-là qu'il faut pouvoir bouger pour arriver à cet équilibre. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. C'est très clair, merci. Philippe, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots sur cet équilibre à trouver entre les contraintes et les opportunités, ou développer peut-être un peu sur les opportunités que vous aviez commencé à esquisser dans votre prise de parole précédente? Attention, votre micro est encore coupé. Ah, pardon. Oui, au niveau des opportunités, alors, les opportunités de la RSE, je ne vais pas y revenir, ce n'est pas forcément l'objet, mais ça, bon, bah, c'est important et c'est essentiel pour l'entreprise de développer sa démarche RSE, environnementale et sociale. Mais la CACRD a l'intérêt de créer un langage commun. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet de parler en objectivité les uns avec les autres de choses comparables. Si on veut cumuler des données avec ses fournisseurs pour se dire quel est l'impact sur tel ou tel critère de ma fonction achat et comment je progresse, bah, si j'ai un référentiel commun, c'est utile. Et là-dessus, alors, enfin, la CSRD est plutôt pas mal construite en termes de structure. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant, c'est d'identifier aussi un certain nombre de data points clés, on va dire. Nous, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du référentiel Lucie ESG, enfin, notre nouveau label à ce niveau-là. C'est le fait de simplifier en ne prenant que certains indicateurs qui nous semblent plus pertinents et utiles, on va dire, à la réflexion et au progrès. Et derrière, et ça c'est très important, c'est que la donnée, c'est une chose, le reporting, parce qu'on peut faire un reporting en disant, en effet, bah, telle information, voilà ce que j'ai. Ma démarche, c'est que je suis pas bon là-dessus et j'ai pas l'intention de changer. Bon, voilà, je suis conforme hein, à la CSRD si j'ai dit ça. Hein. Par contre, l'intérêt et l'opportunité, c'est de se dire, bah, tiens, je rebondis là-dessus, je prends acte de ma situation, je me pose des questions que je ne me posais pas, et derrière, je progresse. Et donc, derrière, je rebondis là-dessus. Et donc, c'est un gros travail, c'est un travail de long terme, mais cette photographie, c'est ce qui permet de progresser. Voilà, c'est une base, on va dire, de progrès classique, hein, mais finalement, on fait un diagnostic, et ben, on a un diagnostic imposé avec des contraintes ce diagnostic, une fois qu'il sera fait, une fois qu'on sera habitué à le faire, à le monter, à le travailler, à avoir le bon équilibre en effet entre l'énergie qu'il faut pour le faire et l'intérêt qu'il a, bah, ce diagnostic qui permet de progresser parce qu'il permet de se dire chaque année, objectivement, j'en suis là sur tel point. Donc, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut essayer de prendre les choses en se disant c'est une opportunité d'avoir un diagnostic qui soit comparable à d'autres entreprises qui soient dans un langage commun pour tout le monde. Merci Philippe. Et bah maintenant, je me tourne vers Catherine et Thierry pour aborder vraiment la perspective de l'entreprise, du cœur de l'entreprise. Comment est-ce que les entreprises perçoivent cette nouvelle réglementation? Et puis surtout, est-ce qu'elles sont prêtes? Catherine, quelle est votre impression? Merci, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, si vous me voyez parfois faire des gestes, c'est tout simplement que je suis au CESE et que je suis dans un endroit où la lumière s'éteint. Donc, il faut que j'active la lumière, voilà, de temps en temps. Moi, je vais essayer de vous situer un petit peu où nous sommes. Donc,
entreprise familiale, 13 collaborateurs, fabricant de menuiserie extérieure en Île-de-France, très engagée sur le local. Je travaille avec des professionnels du bâtiment et 95% de mes fabrications restent sur Paris et l'Île-de-France. Nous sommes Origine France Garantie depuis plusieurs années. Nous sommes RSE engagés avec l'AFNOR niveau confirmé. Et donc, j'ai envie de dire, ça fait plus de 15 ans que je développe ces valeurs dans l'entreprise. Et donc, je voulais un petit peu vous situer le contexte d'une entreprise qui est déjà très engagée. Nous avons eu la chance également de faire partie du test PME et donc que l'on demande à la CPME depuis déjà pas mal d'années. Donc, on a fait partie de ce test CSRD avec le ministère d'Olivia Grégoire à l'époque. Enfin, il n'y a que quelques mois finalement. Moi, ce que je peux dire, je suis entièrement convaincue par l'importance de la RSE, par les valeurs de l'entreprise. Nous avons également notre raison d'être, nous l'avons inscrit dans les statuts de notre entreprise l'année dernière. Euh, et ce test, finalement, enfin, cette approche de la CSRD nous a paru quand même plutôt j'ai envie de dire, abordable en tant qu'une PME, mais une PME qui est déjà très engagée. Euh, la seule chose, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même des sujets sur lesquels c'est compliqué d'avoir de l'information. Je pense essentiellement à la biodiversité, sujet auquel on s'intéresse plus particulièrement. Et en fait, pour avoir de la donnée, pour avoir de l'information, pas toujours facile quand vous êtes sur votre territoire de savoir quelles sont les espèces que vous avez à proximité et surtout de savoir vers quel organisme vous allez vous orienter. Et c'est un sujet sur justement la CSRD qui est abordé. Sandrine tout à l'heure parlait de l'eau. Alors moi, dans mon cas, je ne consomme pas d'eau, hormis l'eau de fonctionnement de l'entreprise, pour son usage, on va dire, personnel. Mais vous voyez, il y a quand même des pans de cette CSRD qui sont pas toujours faciles, pas toujours identifiables pour les entreprises. Et c'est là où justement Sandrine apportait ce regard de se dire, on est convaincu. La seule chose, c'est la difficulté que l'on a pour avoir de l'information, pour le structurer. Et donc ça, je pense il faut quand même, et on a d'autres sujets comme ça. Je citerai aussi le scope 3. Nous avons fait, bien entendu, notre bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, parce qu'en fait, bon, ben, on est plutôt des bons élèves sur scope 1, scope 2. Le scope 3, bah, quasiment 70% de notre impact carbone est lié au scope 3. Et le scope 3, c'est quoi? Bah, c'est toutes nos parties prenantes. Et c'est pas évident. Pourtant, je travaille avec des fournisseurs français de matières premières. Bon, bah, forcément, il y a du transport. Ensuite, mes menuiseries, pourtant 95%, j'ai décidé qu'elles restent en Île-de-France parce que je pense qu'à travers la France, il y a plein d'autres bons industriels qui peuvent aider les chantiers de proximité. Bon, bah, même avec ça, si vous voulez, notre impact, il est quand même fort. Et là, c'est vrai, les leviers sont pas si faciles que ça, parce que lorsque je vais voir mon fabricant de matières premières en tant que petite PME qui fait 3000 menuiseries par an, ce qui est tout petit dans le domaine de la menuiserie, on est à peu près à 20 par jour, eh bien, il me dit, bah, Catherine, ok, mais bon, bah oui, bah, le transport, bah, il se fait par semis, et puis il n'y a pas réellement d'action menée. Alors, bien entendu, étant donné que c'est une entreprise de plus de 250 salariés, nos fournisseurs de matières premières, je me dis, bon, bah, ils vont sûrement aussi, grâce à cette CSRD, c'est une opportunité pour qu'ils changent aussi leur regard et surtout leur méthode, parce que derrière le regard, c'est une chose, la méthode, c'en est une autre, et c'est ce qu'on attend en fait. Donc, en fait, c'est toute cette difficulté euh, d'arriver à ce que toute la chaîne de valeur s'engage. euh, et là, c'est pas si facile que ça. Parce que pourquoi c'est pas si facile? Déjà, il y a une chose, il faut une économie qui soit bonne.
parce que tout ceci a quand même un coût. Un coût au niveau du temps, un coût sur l'accompagnement, parce que vous pensez bien que tout seul, eh bien, on ne peut pas faire. Donc, que ça soit avec Philippe, dont le label est très engagé de Lucie, ou l'AFNOR, ou d'autres engagements, il faut savoir que ça a un coût pour l'entreprise. Euh, c'est un coût financier. Et donc, il nous faut aussi une bonne santé financière pour justement réussir cette transition et répondre, parce que derrière la CSRD, c'est quoi? C'est réussir la transition écologique. Et donc, pour réussir cette transition et bien répondre à cette CSRD, il faut une bonne santé financière. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est toute la difficulté pour une PME. On est tiraillé par beaucoup de choses. Moi, je suis dans le bâtiment. Nous avons nous avons des normes techniques qui sont quand même très importantes. Le social, est aussi un sujet important dans une entreprise. Le marché est compliqué en ce moment dans le bâtiment. Donc, si vous voulez, quand vous avez déjà, j'ai envie de dire, un environnement qui est complexe, il est certain que, en plus de travailler sur ces sujets, même s'ils sont primordiaux, beaucoup de PME eh bien, freinent les cas de fer. Et là, je vais prendre ma casquette de présidente de la transition écologique et de la RSE à la Fédération française du bâtiment. Nous avons créé un outil qui s'appelle Bâtisseur responsable pour justement engager les entreprises dans la RSE. Mais sachez que c'est quand même, on peine, même si beaucoup le font, c'est plutôt le processus de se mettre en marche qui est compliqué. Voilà. Donc en fait, on est prête, oui et non. Je réponds peut-être pas trop à la question là à travers, mais on a envie. La seule chose, c'est que derrière, il nous faut des moyens humains, financiers, et surtout, il nous faut aussi de la stabilité. Puis il nous faut aussi des choses qui soient pragmatiques, qui soient faciles d'accès. Parce que quand même, la réussite de tout ça, c'est d'embarquer tout le monde. Si on laisse une bonne partie du monde économique sur le bas-côté, eh bien en même temps, vous avez un drame social derrière, parce que derrière les entreprises, c'est aussi des salariés, ce sont des collaborateurs, et c'est aussi tout le système social de la France. Donc, je, on est favorable, mais voilà, je pense qu'il faut faire très attention à à la façon et surtout à ce qui est du faisable. Merci beaucoup, Catherine. Thierry Soulard pour Sigma Informatique, vous, comment est-ce que vous voyez un peu la complémentarité avec, enfin, de la CSRD avec les autres engagements de votre entreprise, Label Lucie, entreprise à mission? Est-ce que c'est une couche réglementaire supplémentaire simplement? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Oui, oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, on est un petit peu hors spectre aujourd'hui, puisque nous, on est plutôt une ETI, mais on a effectivement des démarches qui sont engagées et qui sont assez puissantes. La CSRD, en fait, au premier abord, elle peut effectivement apparaître comme une réelle couche supplémentaire réglementaire et une contrainte. Aujourd'hui, nous, chez nous, on la voit plutôt comme une opportunité parce qu'effectivement, on est une entreprise qui est très engagée depuis très longtemps sur les sujets RSE. Et finalement, cette CSRD, elle nous intéresse à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que ça permet d'avoir une approche intégrée qui soit cohérente avec ce qu'on a déjà mis en place dans l'entreprise. Alors, vous citiez effectivement le label Lucie qu'on a depuis quelques années maintenant. Et c'est surtout avec l'entreprise à mission qu'on voit l'intérêt et finalement la complémentarité naturelle que peut avoir la CSRD avec les démarches qu'on a déjà engagées. Finalement, ça nous permet aussi d'aller approfondir des zones. On parlait biodiversité tout à l'heure avec l'intervenante précédente sur la partie biodiversité. Ça nous oblige aussi à aller chercher sur ces pans-là qui sont pas forcément naturels au premier abord et qui sont pas forcément travaillés de premier abord dans notre mission. Et finalement, la CSRD, elle vient agir aussi comme un peu un catalyseur qui offre un cadre un peu structuré qui nous permet de rendre notre engagement finalement encore plus crédible et plus vérifiable
avec des données qui sont mutualisées, qui sont imposées. Le deuxième point, c'est le renforcement de nos engagements. Je trouve aussi important au travers de la CSRD. Donc on a le label Lucie, hein, qui est quand même un critère et un label qui est assez exigeant en matière de RSE. Finalement, la CSRD, elle pousse à aller encore plus loin avec des normes de reporting, avec des éléments qui permettent de mesurer, de suivre et finalement de communiquer aussi sur les progrès et de bien situer l'entreprise sur cet aspect social, environnemental et gouvernance. Et finalement, elle vient aussi améliorer continuellement ce qu'on peut engager. On a engagé également sur deux autres labellisations qui sont la relation fournisseur et achat responsable et puis le numérique responsable. Finalement, la CSRD elle vient également enrichir toutes ces démarches qui sont entreprises par Sigma au fil des années. Et il y a un élément qui est aussi très important, ça renforce aussi notre approche, l'approche systémique qu'on a puisque ça accorde une importance prépondérante à la chaîne de valeur dans l'analyse. Et ça, c'est peut-être aussi un élément qu'on avait tendance à occulter et qu'il devient vraiment fortement intéressant à prendre en compte. C'est bien de comment on embarque toute cette chaîne de valeur, quels sont leurs impacts et comment on les embarque et comment on les accompagne. Aujourd'hui, là, j'entends depuis le début finalement que les PME se retrouvent un peu seules. Nous, on est plutôt dans une démarche où on va aller accompagner nos fournisseurs, nos prestataires, nos partenaires sur cette transition et pas être là uniquement pour récupérer des chiffres et des données, mais plutôt de travailler conjointement pour grimper ensemble et progresser ensemble. Et ça, je pense que c'est un gros avantage aussi de la CSRD, c'est que c'est du collectif. C'est un collectif autour de la chaîne de valeur et on va pouvoir progresser ensemble sur ces aspects-là. Le troisième point, c'est un peu les synergies, puis ça reste un avantage concurrentiel, faut être clair. On a un statut aujourd'hui d'entreprise à mission qui nous permet d'intégrer des objectifs socio-environnementaux qui sont au cœur de la stratégie et qui finalement trouve un formidable écho dans la CSRD, puisque finalement, en combinant ces engagements, on crée des synergies qui augmentent la résilience et qui offrent un avantage concurrentiel assez significatif quand on est sur le marché. Et la CSRD, notre statut d'entreprise à mission, finalement, il se renforce. On a une directive qui nous incite à documenter, à communiquer nos progrès, tandis qu'on a l'entreprise à mission qui donne le sens et la profondeur qui va être nécessaire à faire dans ce rapport de durabilité, finalement en alignant les objectifs stratégiques avec nos valeurs. Donc, nous, on est plutôt en phase avec ce qui est fait dans la CSRD. Après, c'est comment les autres entreprises vont intégrer les PME et cette chaîne de valeur. Ça, c'est un vrai sujet. Et on n'est pas là uniquement pour récupérer des chiffres, mais bien pour accompagner. Et ça, c'est un message qu'il faut vraiment faire passer. On est là pour progresser ensemble. Ça ne doit pas être vécu comme une sanction ou autre, mais plutôt un élément d'amélioration continue pour toutes les entreprises. Et c'est vraiment dans cette optique qu'il est intéressant de travailler la CSRD finalement. Donc voilà le message que je voulais passer, puisque ce que je voulais également, sur l'élément sur lequel je voulais finir, c'est que c'est également une opportunité d'améliorer, d'innover et de consolider finalement aussi l'entreprise en ayant bien en tête les enjeux, les risques qu'on peut avoir, qui soient sociaux, qui soient environnementaux, et de bien les prendre en compte aussi dans sa stratégie d'entreprise. Et ça, je pense que c'est un élément particulièrement intéressant pour toutes les entreprises. Merci beaucoup Thierry. Sandrine, est-ce que vous voulez ajouter un mot peut-être sur la façon dont vous percevez la maturité des entreprises et aussi, puisqu'on parlait d'accompagnement, là, comment est-ce que vous accompagnez justement les entreprises sur ces sujets? Oui, merci. Je rebondis sur ce que dit Thierry Soulard. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui, au-delà de la finalisation de ces normes de reporting, dont certaines sont encore en cours d'élaboration, en tout cas de finalisation, c'est vraiment l'accompagnement. Et c'est vrai que ça a du sens, tout ça, si tout le monde joue collectif et si les plus grands accompagnent les plus petits.
vous l'avez dit très, très simplement, mais on rejoint ce point-là et c'est aujourd'hui un point d'attention pour nous et c'est aussi l'objet de tous les échanges que nous avons, nous, ces PME, d'un côté avec les grands groupes, de l'autre avec les établissements financiers, les banques et les investisseurs. Donc, il y a aussi ce challenge-là qu'il faut réussir. Et c'est ce que j'évoquais aussi dans cette recherche d'équilibre auquel on est vraiment attaché. Alors, pour répondre à votre question sur la maturité des entreprises, il y a plusieurs niveaux. Nous, il y a une petite année, alors c'est déjà un petit peu ancien par rapport à la connaissance maintenant que nous avons les uns les autres de la CSRD, mais on avait posé la question à nos entreprises et on fait une étude de conjoncture tous les trimestres et à la fin de l'année dernière, on avait demandé aux entreprises si ce qu'évoquait pour elles le reporting extra-financier et seuls 13% de celles qui ont répondu connaissaient ces termes-là. Donc, on part un peu de loin et en même temps, on a, nous, à la CPME, beaucoup de secteurs professionnels, de fédérations professionnelles qui sont adhérentes et qui font un travail énorme depuis de très nombreuses années sur la RSE, sur les questions de SG, sur des référentiels ou des labellisations pour valoriser les efforts et les démarches qui sont engagées par les entreprises. Parce que vous avez parlé d'avantages concurrentiels. Aujourd'hui, là où ça pêche énormément, je ne parle pas uniquement de CSRD, mais nous, nos entreprises ou nos secteurs nous disent, on fait beaucoup d'actions, on fait beaucoup, voilà, on est labellisé, voilà, en tout cas, on est engagé et on est solide sur ces sujets-là, mais le marché aujourd'hui ne reconnaît pas suffisamment, ne valorise pas suffisamment ce qui est fait. C'est encore ce qu'on nous dit aujourd'hui pour beaucoup d'entre elles. Donc voilà, je me permets de le signaler. C'est pour ça que nous, on est très attachés à ce que ces démarches-là, dont la CSRD, puissent être véritablement valorisées. Nous, dans ce qu'on demande notamment, c'est évidemment de pouvoir valoriser ces rapports. Notamment par la finance, par les acheteurs publics, par les donneurs d'ordre. C'est vraiment, encore une fois, que ce soit vraiment un gagnant-gagnant et que tout ça apporte un plus à nos entreprises, au-delà de ce que ça apporte évidemment à la société, à l'environnement, etc. Et ça, on ne revient pas là-dessus. Donc la maturité, elle est encore en chemin pour beaucoup d'entre elles, mais c'est vrai que nous, notre message, c'est de dire il faut travailler par secteur pour embarquer, parce que pour les PME, l'enjeu, c'est la massification des PME sur ce chemin de la RSE. On ne va pas aller les chercher une par une, c'est compliqué. Donc, on passe par les secteurs, on passe par des secteurs comme le bâtiment, les transporteurs, tous ceux qui ont des enjeux, les carrières, les travaux publics. Ils font des choses extraordinaires sur ces sujets-là pour embarquer toutes les entreprises. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et nous, on a à la CPME, l'accompagnement, ça a d'abord été de décrypter cette CSRD, décrypter cette directive, décrypter les ESRS et d'accompagner nos fédérations sur le chemin de l'appropriation de ce sujet-là. Ça a été ça aussi au départ, le travail de la CPME, donc des webinaires, des groupes de travail, du décryptage, de la sensibilisation des entreprises. Quand vous parliez qu'est-ce que vous avez fait, ben voilà, c'était aussi ça, notre travail d'organisation patronale interpro, ça a été ça. Et puis après, dans ce qu'on a pu nous proposer pour faciliter les choses, c'est de travailler sur la proportionnalité de ces demandes, la simplification de ces normes. C'est par exemple, dites-le nous une fois, parce que il faut quand même avoir l'esprit qu'au-delà de la CSRD, il y a beaucoup d'autres questionnaires qui sont demandés, beaucoup d'autres reportings qui peuvent être soumises aux entreprises. Et donc, il y avait une idée chez nous de rationaliser un peu en respectant ce principe qui nous est cher de le dites-le nous une fois. C'est aussi travailler sur des modèles
qui peuvent être utiles aux entreprises sur, par exemple, les enjeux sectoriels, sur la matérialité des enjeux, etc. Donc là, les fédérations aussi sont mises, créent des guides, travaillent sur des formes de templates qui vont permettre, sur leurs enjeux sectoriels, d'aider les entreprises à monter sur ces sujets-là. Voilà, donc c'est des choses comme ça très concrètes, c'est l'appropriation. Et puis après, voilà, c'est comment on crée des outils, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Et puis nous, ce qui nous tient aussi à cœur à la CPME, c'est d'essayer de travailler sur la mise en place d'un observatoire qui permettrait de voir ce que donnent ces premiers rapports de durabilité qui vont sortir cette année, fin d'année, de voir comment les premières entreprises assujetties s'en sont sorties, si j'ose dire, et de travailler sur ce retour d'expérience pour nous, après, accompagner mieux les petites et moyennes entreprises qui seront assujetties petit à petit, ou en tout cas qui devront répondre à un certain nombre de demandes. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Très clair, merci beaucoup Sandrine. Catherine, j'ai vu que vous leviez la main, vous vouliez vous exprimer? Oui, je voulais réagir parce que justement l'intervention de Thierry était très intéressante et celle de Sandrine aussi. Euh, Justement, Thierry évoquait les relations entre les parties prenantes au sein d'une entreprise avec ses fournisseurs, ses clients. Il faut savoir que pour une PME, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, souvent, on n'a pas le poids économique. Quand moi, je suis avec un fournisseur de matières premières et je fais 300 000 euros de chiffre avec lui par an, si vous voulez, c'est rien par rapport à un industriel qui va faire presque 10 fois plus. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que, et là, il faut qu'on prenne tous des lunettes différentes, c'est que là, on n'est plus sur un regard financier. Et finalement, ce regard financier, mais ça fait des décennies qu'on nous regarde avec un regard financier, il faut nous regarder avec un regard d'engagement. Et là, c'est complètement différent. Et ça, je peux vous assurer que beaucoup sont pas encore à la maturité. Parce que là, à travers ce bel échange qu'on a ce matin, vous avez quand même des entreprises, des organisations interprofessionnelles qui sont engagées. Mais il faut savoir que beaucoup ne le sont pas encore. Alors, bien entendu, opportunité à travers la CSRD, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, attention à ne pas en laisser sur le bas-côté. C'est surtout ça. Les filières, comme le disait Sandrine, sont engagées. Et ça, c'est très bien. Nous, on a culture au niveau de la FFB et on accompagne justement sur cette CSRD. Mais on a quand même toujours un problème aujourd'hui et qu'on n'arrive pas encore, en tout cas moi, je n'y arrive pas, c'est de le valoriser et surtout de le reconnaître au moment de l'acte d'achat de notre produit. C'est encore difficile de dire, voilà, bah oui, votre fenêtre, vous la payez un peu plus cher parce que il y a des engagements derrière. Pour beaucoup, alors je dis pas, et je suis contente parce que je pense que petit à petit, on arrive à gagner des pourcentages de commandes d'acheteurs qui sont convaincus, mais c'est encore timide, c'est très timide. Alors, en espérant que cette CSRD, justement, puisse un peu déverrouiller tout ça, mais en même temps, et là, c'est vrai que c'est notre, on met peut-être un petit bémol, c'est qu'en fait, on veut surtout qu'elle soit facile d'usage de façon à ce qu'elle emporte, à ce qu'elle emmène le plus grand nombre. D'où la rationalisation que l'on demande. Merci Catherine. Thierry, je vous laisse réagir rapidement Mais avant je réagis juste au propos, effectivement, de la CSRD, ça va être une formidable opportunité pour que ça soit pris en compte dans les appels d'offres et dans les marchés, etc. Ça, c'est clair et net. Effectivement, aujourd'hui, ça reste un investissement. Moi, je le perçois comme un investissement. Je me positionne au niveau de Sigma. Nous, on a lancé toute une démarche numérique responsable qui nous coûte aujourd'hui. C'est de l'investissement, le numérique responsable, faut être clair. On pourrait très bien fonctionner as usual et continuer sur un marché où on n'est pas sur ces critères-là. On a préféré prendre le virage
en amont, à mon avis, de beaucoup d'autres ESN de notre secteur, parce qu'on est persuadé que c'est la pérennité aussi de l'entreprise. Et ça, faut être clair. Moi, je pense que c'est un enjeu de pérennité qui y a aussi derrière, de prendre le virage avant que tout le monde soit engagé et qu'on se retrouve dans les bouchons. Et je pense sincèrement que c'est le moment ou jamais d'y aller, et justement de miser aussi sur cet investissement qui demain sera, à mon avis, payant, et fortement payant. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. On passe donc à la dernière phase, et là c'est une question ouverte pour toutes nos participantes, nos participants. Euh, Vraiment, est-ce que vous avez une recommandation pratique pour les PME qui pourraient être inquiètes de l'arrivée de cette réglementation, qui ne savent pas forcément comment se préparer? On a un peu dépassé déjà le temps imparti, notamment à cause des problèmes techniques dont je m'excuse encore une fois du début. Si vous avez vraiment un conseil pratique et rapide à faire, qui parmi vous souhaite s'exprimer? Philippe, attention, votre micro. Voilà. Juste un mot, enfin, tout d'abord, merci beaucoup et je suis vraiment très très content d'avoir enfin, les retours de Catherine et Thierry. Je pense que vous démontrez que le fait de se préparer a du sens et fonctionne parce que c'est essentiel. Et donc, c'est un petit peu là-dessus que je voudrais rebondir en disant que les PME qui ne sont pas soumises à CSRD, moi, je les invite à se former dès maintenant à la RSE au travers de la CSRD ou à la RSE en général aux achats responsables, la communication, enfin, à toutes les thématiques autour de la RSE, c'est le point de départ. On le voit beaucoup, enfin, voilà, nous, on a beaucoup d'entreprises qui démarrent timidement par une formation et qui derrière se disent, ah ben oui, je comprends, là je comprends, et j'ai des enjeux, il faut que je m'y mette, et derrière on les retrouve, on démarque les labellisation un petit peu après. Donc je pense que le point de départ, en tout cas, c'est vraiment ça, et d'anticiper. Donc anticiper, c'est se former maintenant pour les actions qui seront à mettre en œuvre derrière. Mais la RSE, vous en êtes la démonstration, c'est de l'anticipation. Donc je pense que c'est vraiment, faut voilà, se poser la question maintenant et monter en compétence si besoin pour y aller. Merci. Catherine? Oui, bah, je vais rejoindre Philippe. Je pense qu'effectivement, c'est anticiper tout ce que l'on peut faire maintenant plutôt que de subir. C'est justement être acteur, hein, plutôt que spectateur. Et ça, on y gagne tous. Euh, J'aime bien aussi l'approche de Thierry par rapport à l'investissement. Moi, je vous rejoins tout à fait. En fait, c'est un investissement pour le futur, pour la santé de nos entreprises. Et ça, c'est vraiment important. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que toute la chaîne de valeur en ait conscience. C'est un peu comme une chaîne alimentaire. C'est exactement la même chose, si on fait un parallèle. Et en fait, le conseil que je donnerais à des PME qui peut-être sont hésitantes ou n'ont pas encore franchi le pas, c'est aussi de s'orienter vers leur fédération professionnelle qui travaille sur ces sujets. Je vais faire de la pub ou vers la CPME, voilà, hein, qui s'engage aussi, euh, parce que c'est vraiment, moi j'ai beaucoup appris à travers justement les organisations professionnelles auxquelles on adhère depuis des années. Et si j'ai grandi justement vers ces sujets, c'est aussi grâce à la CPME, grâce à la Fédération française du bâtiment et surtout l'échange de communautés entre pairs, parce qu'en fait, ben, il est toujours intéressant, voilà, même si on n'est pas sur les mêmes tailles d'entreprise, mais bah, par exemple, d'avoir le retour de Thierry, qui est entreprise à mission, c'est encore une autre étape supplémentaire dans l'entrepreneuriat de Philippe, qui a justement aussi cette expertise, on va dire, côté label. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas rester isolé, il ne faut pas se cristalliser, il faut au contraire écouter, s'ouvrir et échanger et voir comment on peut l'intégrer dans son modèle économique parce que, moi je le dis souvent, c'est aussi une opportunité quand on s'engage de voir son entrepreneuriat différent. Et quand on anticipe, eh bien, en fait, on le vit beaucoup mieux. Et puis ses collaborateurs aussi, parce que derrière, une entreprise, c'est aussi
tout un écosystème et c'est surtout des collaborateurs qui sont à nos côtés. Voilà. Avec bien entendu toujours voilà, ce regard qu'il faut que ça soit pratico-pratique et que ça soit simple pour embarquer le plus grand nombre. Thierry, vous voulez ajouter quelque chose? Il y a eu beaucoup de choses de dire, hein, mais effectivement, rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. L'anticipation, ça c'est sûr, ça sera pas au dernier moment, parce que si c'est au dernier moment, là, ça sera plus la peine. La formation, effectivement, de se rapprocher de d'autres concurrents ou fournisseurs ou autres pour travailler sur ça, je pense que c'est aussi primordial. Et la dernière recommandation moi, que je rajouterais, c'est d'ores et déjà de regarder ces fameuses ESRS qui posent en fait les enjeux et de regarder quels sont les enjeux finalement qui, à mon entreprise, si j'y réfléchis un peu, peuvent matcher et peut-être d'aller travailler en priorité sur ces enjeux-là et de voir un peu ce qu'il y a derrière. Voilà. Merci à tous les trois. Alors dans le public, je vois que Sandrine Mézano, qui est vice-présidente du comité 21, a souhaité s'exprimer. Je peux te donner la parole, Sandrine. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, pas très Ah, bien. ah, super. En fait, j'ai un souci, comme je suis dans un bureau partagé, j'ai une oreillette. Donc, bonjour, bravo. Je voulais juste dire que j'avais été très sensible au terme d'anticipation et au terme de la métaphore sur la chaîne alimentaire, parce qu'effectivement, je pense que c'est toute la chaîne de valeur et que les PME s'inscrivent particulièrement dans la chaîne de valeur. Et j'ai le sentiment, pour partager un certain nombre de sujets avec des étudiants pendant des cours, pour ceux notamment qui sont dans des grandes entreprises en alternance, c'est qu'ils sont demandeurs que les fournisseurs en bout de chaîne soient eux-mêmes dynamiques et que tout ne vienne pas des grands donneurs d'ordre. Voilà, donc je trouvais que les échanges de ce matin étaient vraiment très éclairants et très inspirants pour montrer qu'effectivement, de ce côté-là de la chaîne, si je puis dire, côté PME et ETI, voilà, les questions sont en train d'être prises comme un taureau par les cornes. Voilà, c'est ça que je voulais dire et donc j'étais en soutien et fan de tout ce qui a été dit ce matin, notamment sur des recommandations qui sont très simples. Voilà, je ne vais pas abuser de la parole, mais je voulais faire plus un ressenti, un retour. J'étais très sensible à vos témoignages. Sandrine. Bettina, qui est toujours avec nous, la parole est à toi. Non, non, je ne vais pas abuser de la parole. Je pense que c'est le public qui doit intervenir. D'abord, je confirme ce que dit Sandrine. C'était tout à fait intéressant. Et si on peut résumer tous les propos des intervenants, c'est une immense bonne volonté, mais dans le réalisme, quoi. Je veux dire, je crois que c'est un peu ça qui finalement caractérise les interventions. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est au-delà de notre question sur RSE, PME, CSRD, c'est comment rendre compte simplement d'une société complexe. En fait, c'est ça, je veux dire. Parce que s'il y a une complexité dans la CSRD et dans les données, c'est que l'ensemble de la société, vue avec ce nouveau prisme des échanges entre l'économie et l'écologie, ben c'est extraordinairement complexe. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire, non seulement dans la CSRD, mais partout là-dessus, pour non seulement que cette affaire de reporting soit vivable pour particulièrement les petites PME, mais aussi pour que le public, pour que les gens, comme on dit, enfin maintenant c'est connoté quand on dit les gens, donc je ne vais plus employer ce mot, soient, si vous voulez, entraînés, je veux dire, par ce mouvement, en particulier d'ailleurs. En se rendant compte des implications, des impacts de son mode de vie et tout. Et donc, ce que je crois qu'il faut renvoyer au gouvernement en ce moment, parce que n'oublions pas que c'est la France qui a inventé les réglementations RSE. J'ai pris ma petite part il y a très longtemps, en 2001-2002, évidemment dans un esprit de volontariat à l'époque. Bon. Maintenant, les choses ont beaucoup progressé parce que les risques ont beaucoup progressé. Et donc, le signal qu'il faudrait envoyer au gouvernement, je crois, c'est ça. C'est les deux mots-clés qui ont été dits dans cette
comment dirais-je, dans ce séminaire, enfin ce webinaire, pardon, c'est l'accompagnement. Ça, je crois que c'est tout à fait important. Et il y a un sujet dans l'accompagnement, c'est la multiplicité des guides, parce que maintenant, c'est tout juste si chaque cabinet de conseil ne fait pas son guide d'accompagnement. Et donc, personne ne sait plus quoi choisir. Donc, moi, j'inviterais tout le monde à suivre les grands guides d'accompagnement. J'ai cité celui de l'autorité dont je fais partie. Je citerai ceux de l'ADEME. Je citerai évidemment ceux d'ISO 26000, etc. Et je pense qu'il faut se tenir à 3-4 guides, etc. Et le coût. Et ça, le coût, c'est un sujet. Et euh, peut-être qu'il faudrait là-dessus, dans cette, alors je vais dire absolument n'importe quoi, vous pensez bien, dans cette époque de pénurie budgétaire, mais finalement, peut-être qu'il faudrait donner l'idée à Monsieur Barnier de faire un nouveau fonds Barnier. Merci beaucoup, Bettina. Nous allons conclure sur ces mots. Je vais juste remercier d'abord tous nos participants pour l'expérience qu'ils ont partagée, leurs analyses. Et je vais juste vous indiquer brièvement quelles sont les prochaines échéances du comité 21. Donc, je vais partager mon écran un petit instant. Voici. Voilà, donc juste quelques mots sur les prochaines échéances du comité 21, euh, qui concernent les entreprises, mais pas seulement. Le 25 novembre, un grand colloque qui se déroulera au Sénat sur l'adaptation au changement climatique, qui est l'ardente obligation des acteurs, tous les acteurs publics et privés des territoires. Ensuite, plus d'informations à suivre très, très prochainement sur ce colloque sur lequel nous allons communiquer largement. Le Save the Date est déjà disponible, on peut déjà s'y inscrire. Le 10 décembre, je signale un atelier double matérialité du comité 21 Grand Ouest. Dans un instant, je donne la parole à Camille du comité 21 Grand Ouest qui vous dira un peu de quoi il en retourne. Je signale également en novembre, pardon pour le, c'est pas dans l'ordre chronologique, excusez-moi. Le 26 novembre, un cycle adaptation au changement climatique. Donc novembre sera vraiment consacré aux questions d'adaptation au changement climatique au comité 21. Et là, on parlera plus spécifiquement de la situation des îles et donc des enjeux de l'insularité. Et l'année prochaine, je vous rappelle que auront lieu nos universités de la citoyenneté écologique, mais vous aurez l'occasion d'en entendre parler à nouveau. Donc Camille, au sujet de votre atelier double matérialité et plus généralement des activités que vous proposez pour les entreprises. Oui, merci Simon. Bonjour à toutes et tous. Ravi des échanges de ce matin. Pour vous signaler qu'effectivement, au Comité 21 Grand Ouest, donc, qui est l'entité située dans le Grand Ouest du Comité 21, où je travaille en tant que chef de projet RSE, on a réalisé aussi un webinaire un peu de ce type-là il y a quelques semaines en partenariat avec l'UIMM pour décrypter les enjeux de la CSRD liés notamment aux PME. Et le but, c'était de travailler notamment sur la filière de la métallurgie, pardon, pour travailler sur les conséquences par rapport aux donneurs d'ordre. Donc, il y a un replay qui est disponible, on pourra vous envoyer le lien, en sachant qu'il y avait aussi le témoignage d'un chef d'entreprise qui expliquait très concrètement comment il s'y était mis. Donc là, ça concernait vraiment les PME et voilà, les obligations qui étaient soumises par rapport à ça. Donc, on pourra vous transmettre le lien si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Et en plus, ça fait pas mal écho, je pense, à ce que disait Sandrine. Catherine sur le rôle aussi des fédérations. Et c'est vrai qu'au Comité 21, on a beaucoup abordé ça aussi par ce spectre-là. Et pour revenir sur de la mise en action très concrète à la suite de ce webinaire, on a effectivement dans le Grand Ouest lancé un atelier qui va avoir lieu le 10 décembre. Le but de cet atelier qui va durer 3 heures, c'est de faire travailler les entreprises inscrites sur leur double matérialité. Donc, c'est-à-dire de la mise en action concrète en prenant des études de cas sur deux filières, sur la filière agroalimentaire et sur la filière de la métallurgie pour pouvoir travailler sur
les principaux impacts des entreprises, principaux risques et opportunités dans leur chaîne de valeur pour leur permettre de hiérarchiser tous les enjeux. Donc voilà, ça va être des informations assez clés pour permettre de comprendre la notion centrale hein, de la double matérialité. Et Thierry en parlait tout à l'heure en disant que ça pouvait être un bon point de départ pour les entreprises d'identifier et hiérarchiser les enjeux. Donc voilà, si vous êtes localisé dans le Grand Ouest, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez participer avec nous à cet atelier, du coup, qui aura lieu le 10 décembre. Merci Simon. Merci Camille. Eh bien, il me reste donc à clôturer ce webinaire en remerciant encore une fois toutes nos intervenantes et nos intervenants, Sandrine Bourgogne, Catherine Guerniou, Thierry Soulard et Philippe Vachet, et bien sûr Bettina qui a pu faire l'introduction pour nous. Merci encore pour vos partages et à une prochaine fois.